Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre que je vais vous expliquer dans cet épisode est l'ouvrage représentatif « Influence, sciences et pratiques » du Dr Robert B. Cialdini, une autorité de renommée mondiale en matière de recherche sur la persuasion et l'influence. Afin de réagir rapidement dans un environnement en évolution rapide, notre cerveau prend des décisions subconscientes basées sur certains principes mécaniques. Nous pensons que nous prenons des décisions de manière indépendante et judicieuse, mais en fait, notre pensée et notre jugement sont souvent affectés par les actions et les paroles des autres. Ces influences peuvent sembler n'avoir rien à voir avec nos décisions, mais elles le sont bel et bien. Change nos décisions, nous amenant à suivre sans le savoir les ordres des autres. Ce livre se concentre sur ce point, résume les principes de prise de décision psychologique les plus courants et les plus influents et révèle un par un les secrets des pièges de pensée courants dans la vie. Nous savons tous que nous devons consommer de manière rationnelle, mais dans la société moderne, cela est trop difficile à faire. Nous faisons parfois la queue pendant longtemps pour acheter une tasse de thé au lait, ou devenons fous et achetons des bonnes affaires dont nous n'utiliserons même pas le jour de l'événement. Le plus terrible, c'est que lorsque nous regardons en arrière et réfléchissons attentivement, nous ne pouvons même pas comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que je passe autant de temps? Pourquoi ai-je besoin de ce truc? Rassurez-vous, ce n'est certainement pas votre seul problème. En fait, ce qui nous pousse à faire ces choses stupides, ce sont simplement des modèles de comportement humain courants. Lorsqu'il s'agit du mot modèle comportemental, nous devons mentionner les expériences de réflexes conditionnés de Pavlov. Son expérience était la suivante: chaque fois qu'un chien était nourri, une lumière était allumée. Au fil du temps, même si aucune nourriture n'était apportée, le chien salivait tant qu'il voyait la lumière allumée. En effet, le cerveau du chien a étroitement lié la condition d'allumage de la lumière à la nourriture qui l'accompagne. Par conséquent, le simple fait de voir une lumière vive peut stimuler le chien à adopter un comportement réflexe fixe, c'est-à-dire baver. Ce mode de comportement est similaire à la lecture d'un CD, tant que vous appuyez sur le bouton interrupteur, la musique préenregistrée sera jouée. Pensez-vous que nous, les humains, n'agissons pas ainsi mécaniquement et aveuglément? En fait, le même bouton interrupteur est également installé sur nous, mais notre réflexe conditionné n'est pas si simple et direct. Pour dire pourquoi, la raison principale est qu'il y a trop de choses avec lesquelles nous sommes en contact chaque jour, surtout dans un environnement en évolution rapide comme la société moderne. Si nous devons à chaque fois réfléchir en détail aux causes et aux conséquences avant de prendre action, quelle que soit la capacité du cerveau, il ne pourra pas y résister. Par conséquent, notre cerveau a développé lui-même un raccourci, c'est-à-dire qu'il divise les choses en différentes caractéristiques basées sur la mémoire et l'expérience, et enregistre les modèles comportementaux et cognitifs correspondant aux caractéristiques de ces choses. La prochaine fois que le cerveau reconnaît quelque chose de similaire, claquement, le bouton est enfoncé et nous réagissons aussi automatiquement que si nous lisions un CD. De tels réflexes conditionnés peuvent nous faire gagner du temps et de l'énergie, mais ils sont également très risqués, ce qui signifie qu'il devient très facile de manipuler notre pensée et notre comportement. Pour prendre des décisions éclairées ou persuader les autres de suivre votre opinion, vous devez comprendre les principes qui se cachent derrière tout cela. Nous n'obéissons pas aux autres sans raison, et nous ne pouvons certainement pas persuader les autres sans raison. Le secret de l'obéissance et de la persuasion est dans ce livre. L'auteur, le Dr Robert B. Cialdini, est professeur au département de psychologie de l'Arizona State University depuis de nombreuses années. Le livre qu'il nous a apporté est avant tout un ouvrage académique rigoureux, dans lequel les arguments cités proviennent tous de résultats expérimentaux importants en psychologie sociale. Mais en même temps, c'est un livre écrit pour le public. Le ton de l'écriture est comme parler de choses de tous les jours. Les exemples qu'il donne sont souvent les bêtises et les tromperies que l'auteur lui-même et ses amis ont faites. C'est cette approche terre à accent grave terre qui rend ce livre particulièrement inspirant pour notre quotidien. Ce livre analyse un grand nombre de comportements humains courants dans la société moderne et résume plusieurs forces psychologiques majeures qui nous permettent d'être inconsciemment affectés par les autres. Les plus importantes d'entre elles sont le principe de réciprocité, le principe d'engagement et de cohérence et le principe d'identité sociale. Le principe de réciprocité signifie que si quelqu'un fait quelque chose pour nous, nous sentirons que nous devons également faire quelque chose pour lui. Le principe d'engagement et de cohérence signifie que nous avons toujours un sens naturel des responsabilités et le sentiment que vous devez tenir vos promesses et les tenir. Vos paroles et vos actes sont cohérents. Le dernier principe de la preuve sociale est une mentalité de troupeau, ce qui signifie qu'en public, nous regardons toujours le comportement des autres pour décider de nos actions. Les trois résumés par l'auteur sont tous des psychologies humaines très courantes, couvrant la plupart des conditions nationales et des différences culturelles, et largement présents dans diverses sociétés humaines, aidant ces sociétés à maintenir des opérations fluides et normales. Que ce soit aux États-Unis, en Chine ou dans d'autres pays, les relations humaines dans la vie nécessitent le principe de réciprocité, le principe d'engagement et de cohérence garantit que l'on peut faire confiance aux autres. Quant au principe d'identité sociale, il peut rendre la société plus harmonieuse et plus stable. Cependant, l'eau peut emporter ou renverser un bateau. Si nous leur permettons de réagir mécaniquement, ces trois psychologies les plus courantes deviendront probablement nos plus grandes faiblesses. Bien entendu,
les temps évoluent rapidement et la psychologie sociale qui en résulte n'est pas non plus statique. L'auteur attache une grande importance à la mise à jour constante de son travail, l'a révisé et republié à plusieurs reprises et a ajouté de nombreuses nouvelles tendances de recherche psychologique. Parlons ensuite en détail des forces psychologiques mentionnées dans ce livre et de la manière dont elles affectent nos vies. Première partie. Voyons quel est le principe de réciprocité. La réciprocité signifie qu'il y a des avantages mutuels. Pour le dire simplement, nous sentons inconsciemment que si quelqu'un nous donne un bénéfice, nous avons reçu une faveur de sa part. Nous ne pouvons donc pas rester indifférents, et encore moins rendre la bonté par le mal, mais devrions lui rendre un autre bénéfice. C'est vrai. Ce désir de rembourser l'autre de manière égale s'appelle la réciprocité. Nous avons ce sens des responsabilités non seulement parce que nous avons bon cœur. En fait, le principe de réciprocité est profondément ancré dans la civilisation humaine. Si vous recevez un cadeau le jour de votre anniversaire, vous devez vous rappeler de lui offrir un cadeau attends la prochaine fois que ce sera son anniversaire. Si vous recevez un cadeau lors de votre mariage, vous devez lui offrir un cadeau plus gros la prochaine fois qu'il y aura un heureux événement pour l'autre fête. Dans la vie quotidienne, vous vivez probablement ce genre d'expérience, non? Parfois, nous nous sentons vraiment mal lorsque nous offrons des cadeaux en retour, mais il n'y a pas d'autre moyen. Le retour de courtoisie et l'échange de faveurs sont un élément indispensable de nos relations sociales. Selon les anthropologues et les sociologues, ce type de remboursement est la base du développement réussi de la civilisation sociale humaine. D'une part, il permet à nos ancêtres d'échanger des ressources vitales et des compétences qui leur font défaut, ce qui favorise grandement le développement de la productivité. D'autre part, il constitue également un maillon important dans la création et le maintien des relations interpersonnelles. C'est pour cette raison qu'elle est intériorisée dans notre pensée quotidienne et établit un modèle de comportement qui a un impact particulièrement profond sur nous. Quand même un étranger nous offre une petite faveur, il nous est soudain moins facile de refuser sa demande. Comme dit le proverbe, la bouche qui mange les gens est douce et les mains qui prennent les gens sont courtes, c'est la vérité. Par conséquent, demander aux clients d'essayer des produits gratuitement ou offrir de petits cadeaux aux clients peut être considéré comme l'une des méthodes de marketing les plus anciennes. Par exemple, les supermarchés proposeront des services de dégustation de produits alimentaires, et lorsque les salles de sport attirent des clients, ne proposent-elles pas souvent des essais gratuits pendant plusieurs jours? Dans ce type de situation courante, on peut dire que le principe de réciprocité ne nous a pas posé de problème particulier, et parfois il peut même devenir un outil très utile. Cependant, ce principe de réciprocité peut parfois devenir difficile à gérer. Par exemple, parfois nous ne demandons pas aux autres de faire quoi que ce soit pour nous, mais ils viennent simplement vers nous en parlant tout seuls et nous font de petites faveurs inutiles. Cependant, même dans de tels moments, notre principe profondément enraciné de réciprocité continue de fonctionner pour nous. Si nous devons une faveur, nous nous sentirons toujours mal à l'aise et nous devons trouver un moyen de rembourser la faveur afin de nous sentir à nouveau détendus. À l'heure actuelle, il nous est particulièrement facile d'accepter les demandes des uns et des autres. Par exemple, dans ce livre, l'auteur présente une méthode de collecte de fonds courante utilisée par une organisation américaine. Les membres de cette organisation vont se promener dans les rues où les gens vont et viennent, et tout à coup mettent une fleur dans la main d'un piéton et lui disent « Cette fleur est un cadeau pour vous, veuillez l'accepter ». Ensuite, les membres de cette organisation présenteront leur identité à l'autre partie et lui demanderont de faire don d'1 ou 2 dollars. La plupart des piétons ne s'intéressent pas à cette organisation et n'ont pas du tout besoin de fleurs, mais juste parce qu'ils sentent qu'ils ont reçu un cadeau, ils ressentent inévitablement un sentiment de dette et sentent inconsciemment qu'ils se doivent une faveur. Afin de se débarrasser de ce sentiment désagréable, la plupart des piétons sortiront un peu de monnaie et mettront rapidement fin à l'affaire. Au final, le taux de réussite des collectes de fonds pour cette organisation est en effet bien supérieur à celui d'autres organisations similaires. Le simple fait de vous offrir une fleur dont vous ne voulez pas du tout vous fera payer pour cela. On peut dire que l'influence du principe de réciprocité est très énorme. Cependant, le plus terrifiant est que parfois l'autre partie peut utiliser le principe de réciprocité pour vous faire obéir sans même vous offrir une fleur. Par exemple, supposons que je sois votre ami et que je veuille vous emprunter de l'argent, je demande à emprunter 1000 yuan, mais vous sentez que vous n'êtes vraiment pas disposé à l'emprunter, alors vous me rejetez. À ce moment-là, je me suis retiré vers la meilleure chose suivante et j'ai dit, 6000 yuan ne suffisent pas, alors vous pouvez me prêter au moins 200 yuan? Cette demande vous a soudainement paru raisonnable? Vous pensez peut-être que je l'ai rejeté une fois, et maintenant qu'il a pris du recul, je devrais aussi prendre du recul. 1000 yuan, ce n'est vraiment pas suffisant, mais 200 yuan, oubliez ça, prêtez-le lui. Cette méthode peut être considérée comme un processus de compromis influencé par le principe de réciprocité, que l'auteur appelle la stratégie du rejet et de la concession. Lorsque vous acceptez la gentillesse des autres, vous ne pouvez vous empêcher de vous sentir obligé de rendre l'appareil. De même, même si l'autre partie ne vous propose rien mais fait la première concession, vous vous sentirez obligé de faire la même concession. Pour le dire franchement, c'est une page vierge, mais cela fonctionne. En résumé, le principe est que lorsque vous faites une demande, vous devez la faire dans l'ordre, la plus grande d'abord, puis la plus petite.
Dans l'exemple d'emprunt d'argent que je viens de mentionner, je voulais peut-être seulement vous demander d'emprunter 200 yuan, mais si je le disais directement, vous pourriez me rejeter immédiatement. Par conséquent, les 1000 premiers yuan n'étaient qu'une dissimulation que j'ai utilisée. Cette stratégie de demande consistant à faire des demandes grandes d'abord, puis petites, est très efficace. Par exemple, lorsque nous faisons du shopping, les vendeurs intelligents nous recommandent d'abord le produit le plus cher ou le moins rentable. En fait, ils savent aussi que cet article ne peut pas être vendu. L'essentiel est qu'ils doivent laisser le client le refuser. Cela vous donnera une meilleure chance de vendre ce que vous voulez vraiment vendre. Que l'autre partie offre d'abord une petite faveur ou cède délibérément en retour, le principe de réciprocité est une arme puissante qui peut exercer une pression invisible sur nous. Pour lutter contre cela, nous devons examiner sereinement les offres et les concessions qui les accompagnent et comprendre qu'elles ne sont qu'un moyen et que nous n'avons aucune obligation d'y répondre. Mais d'un autre côté, si nous considérons sans discernement les bonnes intentions des autres comme des escroqueries, alors nos vies seront vraiment misérables. Le meilleur moyen est peut-être de rester le même face au changement, de confirmer vos résultats et de ne pas acheter résolument des choses que vous n'aviez pas prévu d'acheter au début. Vous ne pouvez pas emprunter de l'argent que vous pensez ne pas devoir acheter. Être emprunté dès le début. Enfin, même si l'auteur qualifie le principe de réciprocité de fléau, ce principe est en réalité largement utilisé en marketing et en négociation. Après avoir compris ce modèle psychologique commun aux êtres humains, nous pouvons également bien l'utiliser dans diverses situations, qu'il s'agisse de la courtoisie dans la vie ou de la stratégie de retrait dans les négociations. Le principe de réciprocité dit que lorsque nous ressentons la gentillesse des autres, nous souhaitons rendre la pareille. Et de la même manière, parfois, ce que nous disons et ce que nous faisons affectera à son tour nos pensées et nos actions ultérieures. Examinons ensuite les principes d'engagement et de cohérence. La seconde partie. Faire ce que vous prêchez est une vertu. Si une personne revient sur sa parole, se détourne de ce qu'elle a dit ou continue de changer de pensée, nous pensons qu'elle n'est pas bonne et peu fiable. Nous voulons toujours être considérés comme dignes de confiance et raisonnables aux yeux des autres, c'est pourquoi nous nous efforçons d'être cohérents dans nos paroles et nos actions. Lorsque nous donnons une opinion ou une position qui nous est propre, nous ferons de notre mieux pour la défendre. Dans la plupart des cas, être cohérent peut donner des résultats idéaux, mais comme mentionné ci-dessus, une fois que notre cerveau juge que ce comportement est bon, il est facile de former un magnétophone mécanique en mode réflexion. Par conséquent, nous pouvons également exiger inconsciemment que nous tenions nos promesses et que nous soyons cohérents quelle que soit la situation réelle qui nous entoure, ce qui nous mettra parfois dans une crise de faire les choses aveuglément. Et de nombreuses entreprises et organisations tenteront d'en profiter. Les engagements mentionnés ici sont parfois spécifiques et sont des engagements que nous prenons de manière proactive. Citons un exemple tiré de l'expérience personnelle de l'auteur. Aux États-Unis, la ruée annuelle de Noël est très célèbre. Et comme les parents offrent toujours un cadeau à leurs enfants à Noël, les jouets se vendent particulièrement bien avant Noël. Au contraire, comme personne n'achètera de nouveaux jouets pour ses enfants immédiatement après Noël, les ventes chuteront évidemment. De nombreux fabricants de jouets sont désireux de changer cette situation et utilisent donc une stratégie, ils lancent un grand nombre de publicités télévisées avant Noël pour promouvoir un nouveau jouet de course particulièrement intéressant et coûteux. Une fois que les enfants ont vu la publicité, ils supplient leurs parents de l'acheter. Pour les parents, Noël approche bientôt, et ils doivent de toute façon acheter des cadeaux pour leurs enfants, alors pourquoi ne pas acheter celui-ci? C'est rare une fois par an, et peu importe s'ils dépensent plus d'argent, alors ils ont promis à leurs enfants qu'ils le leur donneraient certainement. Il a acheté ce jouet de course. Cependant, lorsque les parents sont allés jeter un coup d'œil au magasin, ils ont constaté que le jouet de course était en rupture de stock partout. Que dois-je faire? Noël approchait et ils ne pouvaient pas repartir les mains vides, ils devaient donc d'abord acheter d'autres jouets. Quand je suis rentré à la maison, l'enfant a vu qu'il n'y avait pas de jouet de course comme promis, et bien sûr il n'était pas content. Les parents ont également estimé qu'ils avaient tort, ils ont donc dû faire une autre promesse, en disant qu'ils le feraient certainement. Ce qu'ils vous ont promis et attendez que le jouet de course arrive. Achetez-le certainement pour vous. Tu peux deviner ce qui arrive ensuite. Dès Noël passé, les jouets de course arrivent. S'appuyant sur ces parents qui tiennent parole, les fabricants de jouets ont maintenu de bons chiffres de vente même hors saison. Ce qui est exploité ici, c'est l'engagement spécifique pris par les parents envers leurs enfants. De plus, parfois, nous ne prenons pas vraiment d'engagement sur un objet spécifique, mais nous exprimons simplement une certaine position ou opinion, ce qui suffit à créer une énorme pression psychologique et à nous forcer à agir conformément à ce que nous avons dit. Si vous faites une erreur à l'école, il vous sera toujours demandé d'écrire une lettre d'introspection et d'écrire clairement « J'ai eu tort de faire cela, et je ne ferai plus jamais une telle erreur à l'avenir ». C'est le principe derrière il. La lettre d'excuse n'a aucun effet juridique, mais les recherches montrent qu'une fois qu'une personne exprime une opinion aux autres par sa propre plume ou sa propre voix, dans sa propre langue, même si elle n'est pas vraiment d'accord avec cette opinion, elle pensera inconsciemment ça, j'ai cette obligation de le mettre en pratique. En fait, c'est ce que nous disons habituellement, certains mots deviendront réalité lorsque vous les prononcerez. N'est-ce pas le cas dans les séries télévisées?
Le jeune homme a été encouragé par ses amis à se confesser en plaisantant à une autre personne. Il semblait n'en avoir aucune idée auparavant, mais une fois qu'il l'a dit, il semblait vraiment aimer l'autre personne. Ce type de pont n'existe pas seulement dans la création artistique, mais il est également influencé par le principe d'engagement et de cohérence. En ce sens, nous pouvons également utiliser activement ce principe pour nous pousser subtilement à atteindre un objectif difficile à atteindre. Par exemple, si vous souhaitez arrêter de fumer mais avez peur de manquer de maîtrise de vous-même, vous pouvez choisir 7 ou 8 parents et amis et leur annoncer « Je veux arrêter de fumer ». Il est préférable de l'écrire avec un stylo. Et signez-le, puis distribuez-le à tout le monde. Vous pouvez également le publier sur Weibo ou Moment afin que tout le monde puisse le voir. De cette façon, votre sens subconscient de responsabilité de tenir cette promesse sera considérablement renforcé et votre taux de réussite augmentera également. Ce comportement fonctionne en partie à cause de notre désir d'être cohérent, mais aussi parce que l'expression elle-même constitue un rituel qui nécessite un effort de notre part pour le réussir. La recherche montre que plus il nous faut d'efforts pour faire quelque chose, plus nous y accordons de l'importance. Par exemple, dans de nombreuses grandes entreprises, le seuil de recrutement d'employés est étonnamment élevé, il faut parfois un mois aux candidats pour passer plusieurs séries d'entretiens écrits divers avant d'obtenir finalement ce qu'ils veulent. À en juger par les données statistiques, plus les employés traversent toutes sortes d'épreuves pour entrer dans l'entreprise, plus ils sont fidèles à l'entreprise et plus ils sont fiers de leur travail. Même s'ils connaissent quelques revers au travail, ils n'abandonneront pas facilement. En revanche, les salariés facilement recrutés dans une entreprise sont beaucoup plus susceptibles de quitter l'entreprise. Bien entendu, un comportement aveugle et cohérent peut parfois sembler très insensé. Par exemple, il y a eu beaucoup de controverses au Japon à propos du suicide des employés de Dentsu. Une jeune fille diplômée d'une école prestigieuse est entrée dans la plus grande entreprise du secteur et avait un avenir brillant. Cependant, elle s'est suicidée à cause de trop de la pression au travail. Beaucoup de gens penseront que c'est le cas. Si vous ne comprenez pas les choses et que la pression au travail est élevée, ne vaudrait-il pas mieux démissionner? Pourquoi devoir aller dans une impasse? Mais en fait, derrière de tels cas, nous pouvons aussi voir le pouvoir psychologique de l'engagement et de la cohérence. Parfois, nous avons payé trop cher notre vie actuelle et avons été enviés par les autres, même si nous savons que c'est en réalité très difficile, nous ne pouvons pas l'admettre. Puisque la persévérance est considérée comme une vertu, abandonner à mi-chemin sera naturellement perçu comme un acte de lâcheté. Mais nous savons maintenant que ce type de pensée n'est rien d'autre qu'une pensée mécanique semblable à celle d'un magnétophone. Souvent, il est tout aussi important de s'adapter à la situation et de rester détendu. Le principe d'engagement et de cohérence dit que nous ne voulons généralement pas paraître incohérents et que nous voulons être cohérents avec notre image précédente. Nous allons donc maintenant parler du dernier point clé, qui est le principe d'identité sociale, qui parle de la mentalité de vouloir être cohérent avec les gens qui vous entourent et avec les idées générales de la société. La troisième partie. Ce que décrit le principe de preuve sociale est en réalité une mentalité de troupeau. Pour faire simple, nous examinons toujours le comportement des autres et l'utilisons comme norme pour juger si quelque chose est bien ou mal. Surtout dans les lieux publics, le comportement des personnes qui nous entourent a une forte importance pour nos propres actions. De manière générale, cette approche est effectivement beaucoup plus sûre, mais la mentalité grégaire nous amène souvent à faire des choses contre-productives. Ce principe de preuve sociale est exploité de plusieurs manières. Par exemple, un mendiant mettra d'abord une petite somme d'argent dans son bol pour montrer que quelqu'un lui a déjà fait l'aumône. Les sitcoms télévisés insèrent toujours les rires enregistrés du public dans divers paragraphes, de sorte que le public devant la télévision, même si vous ne pensez pas vraiment que cette blague soit drôle, vous serez emmené inconsciemment simplement parce que vous entendez des rires. En outre, la méthode publicitaire la plus couramment utilisée n'est pas de promouvoir directement la qualité du produit, mais de promouvoir son volume de vente. Le sous-texte derrière cela est le suivant: tout le monde achète nos produits, vous devriez donc les acheter également. La principale raison pour laquelle nous rejoignons l'engouement pour le shopping comme Double Eleven est parce que nous voyons d'autres acheter aussi. Il existe un dicton célèbre dans l'industrie américaine de la vente: parmi nos clients, seuls 5% ont leurs propres idées, et les 95% restants ne sont que des imitateurs. Quand le principe de la preuve sociale fonctionne-t-il le mieux? C'est lorsque nous nous sentons un peu mal à l'aise dans notre cœur et que nous nous sentons incertains et hésitants quant à nos prochains choix. Nous observons les réactions des autres pour éliminer nos propres hésitations. Mais il est facile d'oublier le fait que d'autres peuvent être hésitants et faire la même chose que nous. Surtout lorsque la situation est très floue, chacun s'observe et attend que les autres lui donnent une réponse par l'action, ce qui a pour conséquence directe que personne ne prendra l'initiative d'agir. Il existe un terme utilisé pour décrire cette situation, celui des « ignorances pluralistes », qui peut parfois avoir des conséquences très graves. Une nuit de 1964, un meurtre a eu lieu dans un quartier résidentiel de New York, aux États-Unis. Une jeune femme a été poignardée à mort dans la rue. La course-poursuite a duré une demi-heure. Au moins 38 habitants des environs ont été témoins ou entendus du meurtre, mais personne n'est sorti pour l'arrêter, et personne n'a même frappé une personne anonyme. Le numéro de téléphone de la police.
Après que ce fait ait été révélé, l'opinion publique a bouilli. Personne ne sait pourquoi les choses se sont passées ainsi, c'est pourquoi les médias d'information ont unanimement imputé l'incident à la vie urbaine indifférente et engourdie, affirmant que la société moderne actuelle, au rythme effréné, a transformé les habitants de la ville en des gens de sang-froid et au cœur dur. Il existe de nombreuses choses similaires. Par exemple, quelqu'un est soudainement tombé malade et est tombé dans la rue dans une ville animée. Les piétons passaient les uns après les autres, mais personne ne s'arrêtait pour l'aider. À première vue, ce genre de choses ne peut en effet être critiqué que sur la base des usages sociaux. Cependant, un psychologue comme l'auteur a sa propre explication différente. Il estime que le mauvais côté de cette démarche réside dans le principe de preuve sociale. Les gens ne comprennent toujours pas pourquoi il y a tant de témoins mais personne n'est prêt à aider. Mais le problème c'est qu'il y a trop de monde. Tout le monde attend que les autres fassent un geste, et tout le monde pense que vu qu'il y a tant de monde présent, l'un d'eux va intervenir. En d'autres termes, si personne ne s'avance, nous supposons inconsciemment que tout va bien et qu'aucune action n'est nécessaire. Cela conduit à une conclusion intéressante, parfois, pour ceux qui sont en danger et ont besoin d'aide, il n'est pas toujours préférable d'avoir plus de personnes présentes. Surtout dans une situation comme tomber malade dans la rue, s'il n'y a qu'une ou deux personnes présentes, les chances d'être sauvé sont bien plus grandes. Cette conclusion a également été étayée par diverses expériences comportementales. Par conséquent, la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas obtenir d'aide dans les villes n'est pas parce que les citadins sont indifférents, mais parce que dans les zones métropolitaines, premièrement, l'environnement change rapidement et la situation devient facilement chaotique, ce qui rend difficile de juger de la situation. Deuxièmement, la population urbaine, la densité est très élevée. Enfin, dans les rues des grandes villes, personne ne connaît personne. Ce sont ces trois facteurs qui conduisent les gens à être plus enclins à observer les réactions des autres, ce qui constitue l'émergence de la situation d'ignorance pluraliste évoquée plus haut. Mais même si les gens n'ignorent pas intentionnellement le sort des autres, cela reste très dangereux. C'est pourquoi l'auteur fait ici une suggestion: si vous avez besoin d'aide en raison d'une maladie ou d'une crise soudaine, le meilleur moyen n'est pas d'appeler à l'aide un grand groupe de personnes en même temps, mais d'appeler à l'aide à temps. Vous êtes toujours conscient et capable d'agir. Il a choisi une personne dans la foule, l'a pointé du doigt et a dit clairement: ce monsieur en bleu, s'il vous plaît, aidez-moi à passer un appel d'urgence. Cette simple phrase peut éliminer toutes les incertitudes. La personne que vous désignez sait clairement qu'elle a la responsabilité de vous aider, elle n'a donc pas à regarder les réactions des autres pour agir. Toutes les preuves scientifiques suggèrent qu'une telle approche augmente considérablement les chances de sauvetage. L'auteur a spécifiquement souligné que parmi tous les principes psychologiques mentionnés dans ce livre, celui dont il espère le plus que les lecteurs se souviendront est celui mentionné ci-dessus. L'application inversée du principe de preuve sociale peut réellement sauver des vies en cas d'urgence. En fait, tous ces principes psychologiques sont une arme à double tranchant, d'autres peuvent les utiliser, et vous pouvez certainement les utiliser vous-même. Le plus important est de comprendre leur structure et de la garder à l'esprit. Maintenant, passons brièvement en revue ce que nous avons expliqué dans cet épisode. Tout d'abord, nous avons parlé du principe psychologique de réciprocité. La soi-disant réciprocité signifie que nous pensons inconsciemment que si quelqu'un fait quelque chose pour nous, nous devrions également faire quelque chose pour lui. Dans le processus de vente ou de négociation, que l'autre partie offre d'abord une petite faveur ou fasse délibérément des concessions en retour, le principe de réciprocité est une arme puissante qui peut exercer une pression invisible sur nous. Pour lutter contre cela, nous devons examiner sereinement les offres et les concessions qui les accompagnent et comprendre qu'elles ne sont qu'un moyen et que nous n'avons aucune obligation d'y répondre. Deuxièmement, nous avons parlé du principe d'engagement et de cohérence. Nous nous efforçons d'être cohérents dans nos paroles et nos actions. Lorsque nous nous engageons envers les autres et nous accordons une position, nous travaillerons dur pour la maintenir. Parfois, il peut s'agir d'un engagement spécifique envers un certain objet, et parfois simplement de l'expression d'une opinion, mais cela suffit à créer une énorme pression psychologique, nous obligeant à agir conformément à ce que nous avons dit. Un comportement aveugle et cohérent semble parfois très stupide, mais nous devons encore améliorer notre capacité à identifier les produits que nous consommons. En outre, nous devons également être suffisamment courageux pour faire face aux changements de notre propre humeur. Enfin, nous arrivons au principe de preuve sociale. Pour faire simple, nous examinons toujours le comportement des autres et l'utilisons comme norme pour juger si quelque chose est bien ou mal. Surtout dans les lieux publics, le comportement des personnes qui nous entourent a une forte importance pour nos propres actions. Cependant, comme ce genre de mentalité est si courant, lorsque la situation est très floue, tout le monde peut s'observer et personne n'agira, ce qui fera que les 3 moines n'auront plus rien à manger. Nous pensons que nous avons pris des décisions de manière indépendante et judicieuse, mais en fait, notre pensée et notre jugement sont souvent affectés par les actions et les paroles des autres. Ces influences peuvent sembler insignifiantes et n'ont rien à voir avec nos décisions, mais elles nous influencent en réalité, changer nos décisions et nous faire suivre les arrangements des autres sans même nous en rendre compte. Ce livre classe les forces qui nous influencent et explique une à une leurs principes. Bien entendu, ces principes psychologiques en eux-mêmes ne nuisent ni n'aident les gens. Ce sont simplement des outils totalement neutres. Nous pouvons être trompés à cause de ces principes,
Et nous pouvons également utiliser ces principes pour persuader les autres, faciliter le travail, réduire les problèmes causés par une mauvaise communication dans la communication quotidienne et même sauver nos propres vies. Mais nous devons aussi nous rappeler que les différentes mentalités et modes de pensée résumés par la psychologie elle-même sont bien sûr des conclusions rigoureuses tirées d'un grand nombre d'expériences scientifiques, mais la pensée humaine est trop compliquée, comme le mentionne le livre. Plusieurs principes ne sont que quelques-uns relativement communs. Phénomènes et ne constituent pas des formules universellement applicables. La situation spécifique variera encore d'une personne à l'autre et selon l'environnement social. Si vous prenez ces ensembles de principes résumés dans ce livre et les appliquez partout sans discernement, alors vous tomberez réellement dans le piège de la pensée mécanique et aveugle comme le dit l'auteur. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.